Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. L'avenir, c'est du passé en préparation, disait Pierre Dac, qui ajoutait « Les choses étant ce qu'elles sont, les prochains jours seront ce qu'ils seront, ce qui ne les empêchera pas pour autant d'être de nature diversifiée et même contradictoire, pour peu que les circonstances s'y prêtent. » Et il concluait tous ces jolis aphorismes par cette formule qu'il est toujours très utile de méditer. Toutes les routes du monde aboutissent dans l'autre. Oui, celle de Pierre Dac aussi a abouti dans l'autre. Si le monde d'hier n'avait pas existé, disait-il, et ça concerne tous ceux qui aiment l'histoire, n'est-ce pas? Si le monde d'hier n'avait pas existé, celui d'aujourd'hui ne pourrait pas envisager celui de demain. C'est assez bien vu, ça, non? Tout cela figure dans un recueil que publie le Cherche Midi. Toutes ces pensées ont été répertoriées, classées par thème, par Jacques Pessis, bien entendu. Les pensées de Pierre Dac sont donc publiées à l'occasion du 50e anniversaire de sa disparition. Il y a d'ailleurs cet avant-propos. Attention, une édition originale sur papier peint, couverture tissu éponge et jaquette de cérémonie est également disponible au prix raisonnable et abordable de 99 francs, taxes, TVA, BHV, HLM, services et couverts compris, en vente chez votre quincaillier habituel. Toutes ces pensées ont donc été réunies par celui qui connaît si bien Jacques Pessis, qui d'ailleurs appelle Pierre Dac son maître 63, maître comme un maître, et 63 parce que c'était la taille de ce maître de l'humour, de l'absurde. Pierre Dac nous a quittés le 9 février 1975, écrit Jacques Pessis, un manque de savoir-vivre, mais ses pensées sont éternelles. Elles sont éternelles ou peut-être sont-elles éminemment contingentes. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pierre Dac s'appelait en vérité André Isaac et il était né le 15 août 1893. Il est né à Châlons-sur-Marne dans une modeste famille juive d'Alsace qui venait de Niederbronn-les-Bains. La famille s'est installée dans la Marne après l'effondrement du Second Empire, après la défaite de 70. Et le père de Pierre Dac est boucher. C'est un homme plein d'humour qui aime épater la galerie dans sa boutique. Et à l'école de l'avenue Secrétan, le petit André se montre lui aussi assez drôle. En tout cas, toujours un peu décalé. Il est très doué en français, très doué en musique aussi. Ses parents vont même lui offrir un violon. On a de l'ambition pour lui dans la famille. Le grand frère Marcel reprendra la boucherie. Quant à André, pourquoi est-ce qu'il ne deviendrait pas un violoniste? Il préfère jouer du violon devant ses camarades, si vous me passez l'expression. Voici ce que nous dit justement Jacques Pessis. Un matin de mai 1908, à la fin d'une envolée lyrique qui a sans doute quelque peu dépassé sa pensée, il accroche un harançor à la queue de l'habit de son prof de mathématiques. Un geste logique dans son esprit, un hommage à l'un de ses poèmes préférés, signé Charles Cros et justement intitulé « Le harançor ». Oui, mais enfin ça c'est une excuse que le maître d'école ne veut même pas entendre. Il est renvoyé sur le champ. D'ailleurs, il y aura des problèmes aussi dans un autre établissement d'où il est viré au bout de quelques mois. Il est impossible de faire entrer ce garçon-là dans des cases, que voulez-vous. Il n'obtiendra pas son diplôme. C'est déjà la Première Guerre mondiale. Il est mobilisé à 21 ans. Vous aurez bien compris qu'on a vécu dans sa famille, dans le souvenir de l'effondrement de 70 et dans l'attente d'une forme de revanche. Il se rappelle, juste au moment où il part pour la guerre, il se rappelle une soirée qu'il a passée juste avant son départ à la boîte à Furcy. Il avait découvert là des chansonniers et ça l'a poursuivi pendant tout le temps de la guerre. Il va être blessé à 2 reprises au combat. Et pendant la percée entre Lens et Arras, on est là en mai 1915, il est touché par un éclat d'obus qui va l'entraîner à l'hôpital. Il va être convalescent pendant 3 mois. C'est vraiment de justesse qu'il évite l'amputation du bras. Il aura d'ailleurs une grande cicatrice. Son bras devra être raccourci de 12 cm. Autant dire qu'il n'y a plus de carrière de violoniste possible, bien entendu. On le renvoie au front en plus. On l'appelle, ce sont ses supérieurs qui l'appellent, qui le nomment caporal
d'infanterie. Et en 1916, il va encore avoir une autre blessure à la cuisse cette fois. Et puis il y a également des brûlures aux poumons causées par le gaz moutarde. Enfin bref, il fait partie des martyrs de la guerre, il faut bien le dire. Quand il rentre à Paris, c'est pour faire toutes sortes de petits boulots. Il y en aurait tellement. Il a été chauffeur de taxi, homme sandwich, garçon de course. Enfin, il a vendu des savonnettes, mais il n'était pas très doué dans le commerce. Parce que la vérité, c'est que cet homme qui s'est beaucoup fait connaître par ses mots extraordinaires n'en était pas moins timide. Je suis timide à manger toute ma vie des carottes râpées parce que je n'ose pas dire que je les déteste, dira-t-il. Timide à me faire taper sans cesse parce que je n'ose jamais réclamer l'argent qu'on me doit. Timide à me rendre chez le coiffeur pour la barbe, pour subir sans protester le shampoing, la friction et la serviette chaude, le vibromasseur et le séchoir. Timide à acheter dans une boutique une cravate noire pour ne pas faire de peine aux commerçants alors que je ne porte que du bleu. Bref, je suis timide à pleurer. Ça n'est pas toujours facile, la vie de celui qui ne s'appelle pas encore Pierre Dac. Il va prendre ce nom de scène un petit peu plus tard quand il va faire ses débuts de chansonnier à la Muse Rouge. On est là en 1922. C'est une idée d'ailleurs du patron de la boîte qui lui a dit « Tu devrais t'appeler Pierre Dac parce que Dac, ça fait d'actualité ». Bon, pourquoi pas. Il est là avec ses cheveux un peu clairsemés, blond-roux, ses grands yeux bleus, son regard vif, à essayer de faire des calembours et des mots et des pensées loufoques devant, c'est d'ailleurs lui ça, devant un public complètement abasourdi, mais qui peu à peu se prend au jeu et en redemande, et va être conquis, et il enchaîne les cabarets, le théâtre du Coucou, les Noctambules, la Lune Rousse, etc. C'est en 1934 qu'il va rencontrer celle qui va devenir la femme de sa vie. Il la rencontre à la Lune Rousse, d'ailleurs, dans un de ses cabarets. Elle s'appelle Dina, elle est comédienne. En 1936... on va le voir faire ses débuts à la radio, et c'est vrai qu'on célèbre la radio aujourd'hui. Eh bien, les débuts de Pierre Dac, c'était donc sur le Poste parisien dans une émission qui s'appelait La course au trésor. Il s'agissait de lancer des défis aux auditeurs qui devaient être les premiers à ramener à la radio un objet complètement loufoque. On est déjà totalement dans l'esprit de celui qui est déjà, sinon célèbre en tout cas, connu sous le nom de Pierre Dac. Et puis, tous les dimanches à l'époque, il anime la Société des loufoques, la SDL. Ce congrès très insolite parodie la très sérieuse Société des Nations SDN. Vous voyez, SDL, SDN évidemment, l'ancêtre de l'ONU. Pendant 20 minutes, nous dit Jacques Pessis, on y discute de tout et de pas grand-chose, mais quand même, le plus souvent, de rien. Un extraordinaire méli-mélo de reportages fantaisistes, de discours insolites, de farces extraordinaires. Ben voilà, résumé, tout l'esprit, tout l'univers de Pierre Dac, des reportages fantaisistes, des discours insolites et des farces extraordinaires. Vous écoutez Radio Classique. J'emploie ce mot depuis tout à l'heure, loufoque, un mot qui colle à la peau de Pierre Dac. C'est du louchébem, hein, vous savez, je vous ai dit que son père était boucher, ça nous fait un gros point commun, et il y a chez les bouchers un langage très particulier, qui est ce langage qu'on appelle le louchébem. Il s'agit de mettre un L au début du mot, et de renvoyer la consonne initiale dans la fin du mot. Donc, fou, ça donne loufoque. Vous voyez, on met le L à la place du F, et puis on met une désinence totalement fantaisiste, en l'occurrence oct. Ça donne donc loufoque pour dire fou. Eh bien, les loufoques, cette société des loufoques va bientôt connaître une certaine gloire à travers son organe officiel qu'est l'Os à moelle, dont la première publication date de mai 1938. Inutile de vous dire qu'on n'est pas dans une période très favorable. Néanmoins, l'Os à moelle sort avec une très grande régularité. D'ailleurs, il y a aux éditions Omnibus en ce moment une réédition des grands moments, des grands morceaux de l'Os à moelle, aussi bien celui des années 30 que celui des années 60, avec le Gorafi. Et ce qui est très amusant, c'est de voir la très grande filiation qu'il y a
entre l'os à moelle et le Gorafi. On voit à quel point le Gorafi s'est inscrit dans cet esprit de Pierre Dac. Alors, évidemment, on est dans la course à la guerre, l'avant-dernier numéro, on est en juin 40, voilà ce qu'écrit l'éditorialiste, n'est-ce pas ? Nul n'a le cœur à la rigolade, mais le sourire est de rigueur. Nous nous sommes toujours efforcés à l'os à moelle de le conserver. Nous continuerons malgré les dents et les poings serrés. Je m'excuse d'écrire aujourd'hui un article qui n'a aucunement la prétention d'être drôle, s'il n'a qu'un mérite, que ce soit celui de la sincérité, avec la certitude que l'os sur lequel tomberont ces messieurs d'Outre-Rhin sera beaucoup moins moelleux que le nôtre. Eh oui, ça y est, c'est déjà l'invasion allemande. La grande offensive du 10 mai a eu lieu quelques jours avant la publication de cet édito. Le soir du 12 juin 40, c'est Henri Janson, vous savez, le grand Henri Janson, qui frappe à la porte de Pierre Dac. Oui, on va l'appeler Pierre Dac, au 49 de l'avenue Junot. Il le prévient qu'il est sur la liste établie par la Gestapo, la liste des Juifs qu'il faut arrêter dans les 48 heures. Quoi faire avec Dinah, il décide que la seule solution, ce serait d'entrer le plus vite, de se mettre en sécurité pour entrer ensuite dans la résistance. C'est un de ses amis, l'acteur Fernand Rosena, qui lui a proposé de se réfugier chez lui en Bourgogne. Alors on se met en route, n'est-ce pas ? Le 16 juin, vous savez que c'est la fameuse déclaration de Pétain, 2 jours avant l'appel du général de Gaulle, sauf que cet appel du général de Gaulle, Pierre Dac en est très conscient et qu'il n'a plus qu'une idée maintenant, c'est d'aller là-bas le rejoindre. Les voilà partis avec Dinah pour Toulouse, donc à l'époque encore en zone libre. La mère de Dinah tient là-bas un café qui s'appelle le Crystal Palace, qu'on surnomme le Palais des Glaces. Pierre Dac a bien l'intention de faire quelque chose. Il a 48 ans quand même à cette époque et il est, je vous l'ai dit, de multiples fois blessé de guerre. Avec ses amis Jacques Canetti, Jean Marsac, Raymond Souplex, il va créer un spectacle qu'on va essayer de jouer dans toutes les villes de la France libre. Et ça fait plaisir à tous les Parisiens qui connaissaient Pierre Dac et qui sont maintenant exilés dans diverses villes et qui sont ravis de le retrouver. Mais lui n'a qu'une idée, c'est de partir et d'aller rejoindre à Londres l'équipe de ces gens qui, autour du général de Gaulle, font de la radio et entretiennent la flamme, Radio Londres. Il va faire 2 tentatives pour rejoindre l'Espagne. Le 15 novembre 41, première tentative, mais arrivé à Barcelone, il est arrêté avec Fernand Lefebvre, avec lequel il voyage. Ils vont être incarcérés pendant 6 mois à la Cárcel Modelo de Barcelone. C'était ça, ou être transféré à la prison de Miranda. Et puis, il fera une 2e tentative. Il est de nouveau arrêté, envoyé cette fois à la prison de Valencia et transféré à celle d'Estrémadour, qui est là à quelques kilomètres. C'est le jour de son 50e anniversaire qu'il apprend que la Croix-Rouge a obtenu que les prisonniers français soient relâchés, les prisonniers en Espagne soient relâchés contre des sacs de blé. Et donc, il va pouvoir comme ça, en passant par Alger d'ailleurs, finir par rejoindre Londres. Ça y est, le voilà au QG du général de Gaulle. Il rencontre le colonel Claude Étier de Bois-Lambert et lui dit que ce qu'il voudrait faire, c'est participer à cette émission. Les Français parlent aux Français, et il est dans l'après-midi même à la BBC, donc en plein cœur de Londres. Et là, il va rencontrer le patron de Radio Londres, Jacques Duchesne, et voir toute l'équipe. Jean Marin, qui est correspondant à Londres depuis 1935, Pierre Bourdan, qui est un ancien de l'agence Havas, André Labarthe, etc. Il va être hébergé par le père de Simone Signoret, qui s'est installé à Londres au début de l'occupation. Ils se connaissent d'ailleurs pour s'être croisés au poste parisien à plusieurs reprises, donc c'est une vieille connaissance. Et puis ça y est, à partir du 31 octobre 43, on va entendre Pierre Dac dans l'émission « Les Français parlent aux Français ». Et vous connaissez bien sûr cette espèce de guerre qu'il va mener à Radio Paris. Jacques Duchesne a demandé à Pierre Dac de venir à bout de Philippe Henriot, l'éditorialiste de Radio Paris, qui est secrétaire d'État à l'information, à la solde du régime de Vichy, bien sûr, et qui fustige constamment tout ce qui se fait outre-Manche, bien sûr. Pierre Dac accepte le défi, et pourtant, n'oubliez pas que sa compagne est restée en France et qu'il a peur pour elle, bien sûr, mais il va s'en prendre à Henriot, qu'il faut dire attaque beaucoup Dac sur les ondes. La France, qu'est-ce que cela peut bien signifier pour lui, dit Henriot à propos des origines juives de Pierre Dac, qui lui a trouvé en attendant un slogan. Radio
Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Et à Henriot, qui l'accusait de n'être pas un vrai Français, il dit que sur sa tombe, on ne lira pas « mort pour la France », mais « mort pour Hitler et fusillé par les Français ». Et de fait, 45 jours plus tard, Henriot est abattu par des résistants. Et puis bientôt, ça va être la libération et ça va être le moment de retrouver Dinah, l'amour de sa vie. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est à l'ABC Théâtre que va se produire Pierre Dac à partir d'octobre 44. Il reprend d'ailleurs un certain nombre de chansons de l'émission Les Français parlent au français. On lui fait plein de propositions. D'ailleurs, il va ressusciter l'os à moine qui devient à ce moment-là l'os libre. Ça va durer 2 ans à peu près jusqu'à ce que le public se lasse un petit peu. Et puis, il y a en 49 cette collaboration avec Francis Blanche. Oui, Pierre Dac et Francis Blanche constituent cette espèce de duo qu'on va retrouver sur diverses émissions de radio, Le Parti d'en rire, Studio 22, CQFD, etc. Francis Blanche, qui était parolier de Charles Trenet notamment, qui était l'auteur pour les Branquignoles d'un certain nombre de grandes farces. En 51-52, le duo va réaliser sur Paris Inter Malheur aux barbus. Et puis, à partir du début des années 50, là, il y a ce célèbre feuilleton qui va littéralement fasciner la France entière et qui s'appelle Signé Furax, bien sûr, avec beaucoup d'interventions incroyables. Le 22 octobre 56 à 13h10, ce sont les auditeurs d'Europe numéro 1, toute nouvelle radio qu'on appelle périphérique à l'époque, qui découvre donc ce premier épisode de Signé Furax. On mettra le feuilleton un peu plus tard, assez vite, à 9h du soir. Pourquoi ? Parce que à l'époque, il n'y a pas de télévision. Et donc, que font les familles le soir ? Eh bien, elles se réunissent autour du poste. Et donc, ça fait encore plus d'écoute. Très grand succès, plus de 1000 épisodes, 1034 épisodes de ce feuilleton signé Furax. Et pourtant, la vie à l'époque de Pierre Dac est très difficile. Il subit une dépression nerveuse qui va durer pendant 8 ans. Il en a parlé d'ailleurs dans l'émission de Jacques Chancel, dans Radioscopie. Il devait se confier et raconter tout ça. « J'ai connu l'enfer, dira-t-il. Je suis resté 8 ans sans dormir. La véritable souffrance, c'est que vous êtes en parfaite lucidité sur votre état. Vous savez qu'il faut que vous réagissiez, mais vous avez une griffe d'acier qui vous en empêche. Le professeur Baru m'a dit un jour, c'était à l'hiver 59, « Mon vieux, malgré tous les psychiatres et malgré tous les neurologues, malgré tout ce qu'on vous a fait, un beau jour, vous guérirez d'une minute à l'autre. » Et ça s'est produit exactement comme ça. Un beau jour, l'étau s'est desserré et j'en suis ressorti rajeuni de 20 ans. Enfin quand même, à la fin des années 50, entre 58 et 60, Pierre Dac avait fait quatre tentatives de suicide. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors on va le voir se lancer dans toutes sortes de projets néanmoins, et au début des années 60, puisqu'il a 20 ans de moins dans sa tête, eh bien Pierre Dac se présente ragaillardi, si je puis dire, rajeuni. Il va refaire paraître l'os à moelle entre 64 et 66, et c'est de là que sont issus un grand nombre des petites, de toutes les petites annonces, etc., qui sont proposées dans ce numéro qui vient de paraître aux éditions Omnibus, donc, qui s'appelle Pierre Dac, l'os à moelle avec le Gorafi. Offre d'emploi, on demande vache laitière ayant le sens de la mesure pour remplissage direct des biberons. Recherche monsieur bien ventru pour calculer largeur portillon automatique. On demande journaliste débutant pour tenir rubrique des contribuables écrasés au journal officiel. Bref, en 65, il va se présenter, figurez-vous, à l'élection présidentielle avec son parti qui s'appelle le Mouvement Ondulatoire Unifié. Les initiales, ça fait MOU, mou. Et le slogan du mou, c'est « Les temps sont durs, vive le mou !» avec comme projet de nommer Premier ministre Jacques Martin. Oui, on est tout à fait dans cet esprit. Bon, quand même, il reste très fidèle au général de Gaulle, qui reste son idole, Pierre Dac, et il retirera sa candidature pour ne pas lui
lui faire de concurrence, dit-il. Il va mener également un nouveau feuilleton entre 66 et 74 sur France Inter cette fois, et ça s'appellera Bon baiser de partout. Vous avez compris qu'il s'agit d'une parodie de ce qui à l'époque était extrêmement à la mode, c'est-à-dire les grands romans d'espionnage à la John le Carré. Sur les ondes, à l'antenne, constamment d'attaque, Pierre Dac aura été là, présent, presque jusqu'à la fin. Je vous ai dit qu'il avait disparu le 9 février 1975. Vous écoutez Radio Classique.